Merci Anne Lauvergeon. Pour ceux qui ont suivi la journée d'hier, énormément des thèmes qui ont été abordés, on les a retrouvés dans votre présentation qui faisait à la fois un panorama et une synthèse. Merci. Avant de passer la parole à la salle, nous avons une petite demi-heure. Après quoi, vous irez signer votre livre. Je rappelle que vous aviez écrit la 3e révolution énergétique il y a déjà un certain nombre d'années, un petit peu moins de 10 ans. Mais vous en êtes encore fier. Vous dites que c'est encore c'est bien actualisé. Vous vous étiez pas trompé. Bon, on se trompe toujours, mais je parlais de la révolution zéro du feu, la première révolution énergétique, charbon, vapeur, deuxième révolution énergétique, pétrole, moteur à explosion, électricité. Ma thèse, c'était qu'on était rentré, sans s'en rendre compte, dans la 3e révolution énergétique. Tout le monde, maintenant, parle de la transition énergétique. Donc, je crois qu'effectivement, je ne m'étais pas trop trompée il y a 8-9 ans. Et qu'on est effectivement, alors comme tous les gens d'ailleurs qui ont connu par exemple la première révolution, la deuxième révolution énergétique, ils n'ont pas eu le sentiment que du jour au lendemain, tout d'un coup, tiens, tout change. C'est une transition. On utilise d'ailleurs toujours le charbon. Donc non, mais je crois que oui, on est rentré dans la 3e révolution énergétique et que l'innovation va jouer un rôle très important dans cette révolution parce que, je le disais tout à l'heure, le stockage par exemple de l'énergie, on n'a pas de solution économique de grande échelle aujourd'hui. Or, le développement des renouvelables suppose qu'on ait du stockage. Ça a d'ailleurs été évoqué par le président Macron à la fin de la COP23 il y a une semaine. Absolument. Comme un des sujets absolument majeurs pour nos sociétés. Absolument stratégique pour la France. Et si on trouvait effectivement... On a donné les palmes du lauréat à un certain nombre d'entreprises sur le sujet, mais on n'a pas à ce stade la solution, comment dirais-je, alors il n'y aura peut-être pas la solution, il y aura peut-être plusieurs solutions. Il y aura peut-être plusieurs solutions, mais en tout cas, on n'a pas de solution évidente aujourd'hui où on se dit « Ah, ça y est, tout s'arrête, c'est ça ». Non. Donc il y aura peut-être une combinaison de solutions. Alors, dans ce que vous nous avez dit, une chose m'a frappée. À la fois, vous nous avez rappelé le travail qui a été fait sur la collecte des données. Vous dites que la France est le premier collecteur de données avec ce qui est fait sur l'IoT, autrement dit Internet of Things, autrement dit l'Internet des objets. Et vous aviez dit précédemment dans votre présentation qu'effectivement, un des enjeux majeurs actuels, c'est cette collecte des données. Or, dans un cas, vous nous parlez de la France, et dans l'autre cas, on voit que ce sont les fameux GAFA. Ce n'est pas exactement symétrique. Dans un cas, vous avez des très grands industriels ou entreprises, et dans l'autre cas, vous avez un État. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que les rapports de force ont changé? C'est-à-dire, vous nous parlez des États et des entreprises, et puis là, peut-être, ce sont peut-être des conflits asymétriques qui se profilent? On le voit sur deux champs de conflits asymétriques, entre guillemets. C'est le champ fiscal, où on voit que les GAFA, je dis ça de manière générique, mais enfin c'est vrai à peu près pour tous, payent leurs impôts dans des pays où ça coûte pas cher, et pas dans les pays où forcément ils travaillent majoritairement. Donc on a un sujet fiscal, et on le voit bien, les États contre ces entreprises. Et puis, on a un deuxième sujet qui est les données. Ces données, on l'a vu par exemple, il y a 2 pays où c'est très très sensible. On l'a vu aux États-Unis après un certain nombre d'attentats terroristes où le FBI, la police ont voulu avoir les codes, etc. Et ça leur a été refusé. Et on le voit en Chine, où la Chine exige d'avoir accès à toutes les données et où on s'aperçoit que quelques GAFA ont effectivement accepté de donner toutes les données en Chine. Donc il y a aussi une asymétrie du traitement des différents États. Et vous disiez évidemment que ces big data, c'est un élément de souveraineté. Mais alors, on a vu, en tout cas pour ceux qui étaient présents avant-hier soir, les grandes flèches d'aspiration de données de l'Europe vers les États-Unis. Où est la souveraineté là-dedans? Il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important que sur un sujet aussi, alors qui est la courbe de démarrage, elle est comme ça, hein, des objets connectés. Enfin, moi, j'appelle ça objets connectés, Internet of Things, tout ce qui est, oui, les objets qui parlent. C'est lent, mais ça démarre vraiment. Les applications vont être extraordinairement importantes. Je crois qu'il est très stratégique que ce soit une entreprise française qui soit à l'origine non seulement de cette technologie, mais en plus qui est dans son cloud les données, et que le cloud, ça ne soit pas le cloud américain. Et le cloud, ces serveurs ne sont pas toujours sur notre territoire, n'est-ce pas? Ben là, c'est si. Ah, c'est une bonne nouvelle. Toulouse, alors je ne sais pas si Toulouse est menacée particulièrement, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on fait, je sais que vous avez parlé de cybersécurité, etc., c'est quelque chose sur lequel on fait très, 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 très attention. Parce que c'est un élément totalement clé. Donc je crois que jusqu'à une période récente, on a été un peu, comment dirais-je, un peu naïf sur le sujet des données. Je pense que les uns et les autres nous réveillons collectivement, mais en même temps, à titre individuel, on continue d'être naïf. C'est-à-dire qu'on utilise nos tablettes, nos smartphones, en permettant énormément d'utilisation. Bon, on reçoit des tas de choses qui sont en fait le reflet de ce que nous avons fait par le passé et dont on se dit, tiens, génial, il s'intéresse à ça, je lui envoie ça. Donc, oui, non, c'est problématique. Très récemment, il a été annoncé, mais alors ça reste pour moi en tout cas un petit peu pas clair, ça a quelques jours, une mission sur les aides à l'innovation, je vous en touchais un mot tout à l'heure, où on retrouve des personnalités aussi connues de l'innovation que Jacques Le Winer, par exemple, qui parle d'innovation et les pratique. Hein. Je crois que c'est un des Français qui a déposé le plus grand nombre de brevets récemment. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mission? Est-ce qu'elle entre en concurrence avec ce que vous faites? Est-ce que c'est complémentaire? Et également, devrait se créer le 1er janvier 2018 un fonds pour l'innovation. Alors, d'où ça vient? Qui sait? C'est la même chose que les investissements d'avenir. Je suis perdue. Bah, je pense que le souci... Alors, Jacques Le Winer, effectivement, est quelqu'un de tout à fait remarquable, qui était directeur de l'école physique-chimie de Paris, qui a développé, mais il y a déjà au moins 10 ou 15 ans même, un système incroyable, alors dépose de brevets, et puis systématiquement brancher ça sur une entreprise. C'est-à-dire créer une entreprise. Alors maintenant, il est on est très amis, il est hyper excité par la microfluidique. Alors la microfluidique, c'est le fait d'utiliser des micro-canaux pour sélectionner des produits. Enfin, c'est très, très sophistiqué. Et ça peut servir en santé voilà. Et dans plein de domaines. Son talent, c'est de prendre des sujets scientifiques très complexes et d'en faire des applications très, très appliquées. Moi, je suis une fan d'un de ces choses. Alors ça s'appelle Withings. Alors hélas, ça a été vendu il y a 6 mois à Nokia. Nokia existe encore, alors. Nokia existe encore. Ils ont acheté ça avant de mourir. Non, je sais pas. Nokia donc a acheté ça. Ça, c'est quelque chose qui vous permet de savoir le nombre de pas que vous faites par jour, les montées, les descentes, votre rythme cardiaque, votre qualité de sommeil. Et ce qui est très intéressant, c'est assez behavioriste, c'est-à-dire que l'OMS dit pour être en forme et tout, il faut faire 10 000 pas par jour. Bon. Comme on ne les mesure pas, on ne sait pas si on les fait ou si on ne les fait pas. Ça les mesure. Et donc, vous dites, ah zut, j'ai fait 7000 pas aujourd'hui, je suis nul. Allez hop, je rentre à pied du boulot. Donc, on change de comportement. Donc, vraiment, il a fait des tas de choses très différentes. Hein, microfluidique et ça, on n'est pas tout à fait dans le même monde. Non, Jacques Le Winer, l'idée, c'est les aides à l'innovation. Beaucoup d'organismes en ont fait. Je citais l'ADEME tout à l'heure, mais bon, l'idée c'est de dire peut-être qu'on pourrait faire, vous savez, le rêve du guichet unique en France, on fait un truc simple pour tout le monde. Et ça, je trouve que ça va dans le bon sens. Donc cette mission-là, nous on va l'aider au maximum pour effectivement simplifier les procédures qui existent. La deuxième question, c'était le fonds innovation. Je sais pas.
Bon, on va voir. Plus il y a de fonds, plus il y a d'argent, mieux c'est. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Oui, d'ailleurs, ce qui était intéressant, et d'ailleurs, ça a été dit aussi hier, c'est que finalement, ce n'est pas l'argent qui manque. C'est la façon peut-être de l'allouer de façon réellement utile au bon moment dans les dimensions qu'il faut. Oui, je pense, là où aussi on a été un peu utile, ça a été de changer l'interface entre, quand on parle de concours, l'interface entre les entreprises, et ça va beaucoup plus vite. Alors, ça ne remplace pas toutes les aides qui sont faites au démarrage, les prêts à taux zéro, les machins, etc. Mais disons que c'est une façon de dire les meilleurs ont plus. Une petite question, là, vraiment, j'allais dire presque tout à fait entre nous. Votre commission, elle était égalitaire, homme-femme ? Alors, c'est une question qui m'a été... cette saison. Vous me posez gentiment la question. Ça m'a été posé de manière un peu plus directe et plus punchy, en me disant comment vous, qui êtes très attaché à l'égalité, la parité, tout ce qu'on veut, j'ai été pionnière des crèches d'entreprise en France, etc. Ben, je dois dire non, elle n'était pas paritaire. Parce qu'on ne trouve pas les bonnes qui ont émergé encore ? C'est pas ça, mais il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Le vivier est plus c'est maigre. Ma découverte. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais vous citer un exemple. Marie Curie. Marie Curie, elle découvre la radioactivité naturelle. C'est un secteur de la physique tout à fait nouveau. Ça n'existe pas. Bon. Et derrière elle vont s'engouffrer énormément de femmes. Dans les années jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a 40% de femmes dans le monde de la radioactivité. Alors, elles vont, hélas, ça va pas... Alors, pourquoi dans le monde de la radioactivité ? Parce que dans le monde de la physique classique, elles ne sont pas acceptées, ou difficilement acceptées. C'est un monde trusté par les hommes. Donc, dans l'innovation, si je prends ce raisonnement, on devrait avoir des femmes qui s'engouffrent en disant « Génial, c'est une opportunité pour moi ». Eh bien non. Alors il va falloir Elles sont relancer ça. Largement minoritaires. Je ne vais pas monopoliser les questions. En avez-vous dans la salle ? Madame, attendez qu'on vous donne le micro. Attendez le micro. Merci. Bonjour, je suis Simone Carrard, je suis présidente d'une association qui s'occupe d'art d'un côté et d'éducation de l'autre, et surtout pas d'éducation des arts, je déteste. J'ai été personnellement très novatrice, je suis très âgée, je suis une femme, et j'ai fait dans l'enseignement des tentatives il y a très longtemps. C'est-à-dire que j'ai appris à danser à une classe de 54 élèves à qui j'étais censée apprendre le français, les mathématiques et la lecture, et je les ai emmenés sur la scène d'un opéra à 54. Et j'ai à Saint-Tropez où j'ai sévi, beaucoup de mes anciens élèves doivent être là, je les ai emmenés au musée, je les ai emmenés se promener à la Citadelle et regarder la mer Violette en étudiant l'Odyssée. Le résultat, c'est que j'ai été traînée devant monsieur l'inspecteur d'académie parce que c'était novateur. Ça a eu pas mal de résultats, je m'enorgueillis d'un certain nombre de succès parmi nos petits tropéziens. Je ne vais pas les citer là, ce n'est pas le moment. Et je vous remercie infiniment d'avoir parlé d'innovation, car quand j'ai passé mon agrégation, j'ai innové en échangeant avec toute la classe de futurs agrégés de Nice nos données, nos cours, et on a intégré à 3 sur les 4 qui se présentaient, la 4e étant voulu faire de l'innovation en mettant des imparfaits du subjonctif, et elle n'a eu que 7 à sa grande dissertation. J'ai continué en enseignant à la fac et en privilégiant pour les grands concours cette façon de travailler en équipe. Eh bien, ça n'a pas réussi, je n'ai pas été suivie. Et je voudrais maintenant vous parler de la perceuse. Dans mon association, on a prêté une perceuse. On me l'a rendue voilée, donc elle n'est plus utilisable. On a prêté l'ordinateur, on m'a effacé des données, donc il n'est plus utilisable. Une grande partie de nos conférences sont parties dans la nature. C'est bien joli de vouloir... Il faut d'abord former les gens avant de mettre entre les mains de tous des outils de tous. Oui, c'est très beau, je suis généreuse. Alors... Est-ce que vous avez une question ? Ma question, c'est... Parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui se profilent. Non, ma question est la suivante. Comment permettre à une jeune entreprise qui est pleine d'idées
de ne pas s'opposer à une administration. C'est ce que je voulais illustrer par le fait que j'ai été traînée devant monsieur l'inspecteur d'académie. L'administration m'a empêché de continuer à innover. Comment peut-on continuer à créer quand les gens autour de vous sont tellement traditionnalistes, vous regardent d'un œil. Je pense qu'on a compris. Je pense qu'on a compris. Et je compléterai votre question par le fait de ce qu'a dit Alain Thébault, Sea Bubbles, les bulles de mer que vous avez entendu hier. Il l'a déclaré au Monde il y a moins d'une semaine. On étouffe en France sous la gangue administrative. Donc vous êtes directement interpellé là. Alors, la gangue administrative et puis la gangue des comportements, parce que vous dites, madame, qu'effectivement, le comportement conforme ne supporte très mal les gens qui ne sont pas conformes. On les traite d'abord d'atypiques, et puis ensuite, alors c'est vrai que c'est parfois difficile. L'éducation nationale étant un corps assez normé. Et quand je disais qu'effectivement ça commençait à l'école, je crois qu'effectivement ça commence à l'école. Le rapport, le fait de travailler ensemble, ça me paraît tout à fait clé. De travailler en équipe, on est meilleur à plusieurs qu'on est meilleur que tout seul. Or, l'éducation nationale sélectionne les individus et non pas les collectivités, à l'opposé par exemple du système finlandais, où les très bons élèves sont responsables du fait que ceux qui traînent vont faire des progrès. Donc la collectivité est notée et non pas des individus tout seuls. Ou dans les notations, je prends un exemple brésilien ou américain, vous faites une dictée en France, vous avez 10 fautes, vous avez 0. Dictée de 100 mots. Vous êtes au Brésil ou aux États-Unis, vous faites la même dictée, vous avez 10 fautes, on va vous mettre 90 points. Bon. Ça veut dire que celui qui a fait 20 fautes, celui qui en a fait 10, celui qui en a fait 30, en France, il a 0. Et il va, s'il fait des progrès, il aura 4. C'est absolument pas incitatif. Dans un système où on considère non pas ce qui n'est pas bien qui vous élimine, mais ce qui est bien, vous avez 90 mots de juste, bravo, on est dans un monde différent. Donc nous, notre système qui est toujours, nous sommes mesurés par rapport à la perfection, et donc c'est notre imperfection qui nous saute au visage, montrer ce qui marche est un élément différent. Alors que ceci ne soit pas bien toléré, ça je suis assez d'accord, c'est compliqué. C'est compliqué pour beaucoup d'enfants qui ne répondent pas. Vous parlez de vous, madame, comme professeur, mais je pense que pour beaucoup d'enfants qui ne rentrent pas dans le cadre, ce n'est pas non plus très simple. Et je pense que là-dedans, effectivement, il faut que l'expérimentation, l'ouverture... Quand je dis que l'innovation, c'est quelque chose qui est très importante pour notre pays parce que ça change le ton, ça change l'ambiance, ça doit changer l'ambiance partout. Alors, le gang administratif, la gang administrative dans lequel nous sommes, oui. Alors, en même temps, je pense que l'œil collectif change, mais les pesanteurs restent. Oui, nous sommes dans un monde qui est le nôtre. Alors, faisons-le bouger, mais faisons-le bouger de l'intérieur plutôt que d'aller à l'extérieur. Moi, c'est ma thèse. Je voudrais tout d'abord, madame, vous remercier pour le message enthousiasmant que vous nous avez donné. Ce n'est pas si fréquent. Et j'ai une question en ce qui concerne l'aquarium. Moi, j'ai quand même le sentiment que votre aquarium, il a quelques fuites. L'appétence, je pense à l'appétence des jeunes diplômés pour les États-Unis, Singapour ou d'autres pays où la réussite est plus facile et plus valorisée. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on remédier à cela? Alors, d'abord, je pense que pour des jeunes, dans un système qui est beaucoup plus ouvert, où les transports sont aisés, etc., aller passer quelques années à l'étranger me paraît une très bonne chose. Donc, se lamenter parce que les gens partent, moi, s'ils partent de manière temporaire, je trouve ça au contraire une très bonne chose. Aller voir le vaste monde, aller voir comment ça se passe, aller comprendre, se frotter à d'autres cultures, évoluer, je pense que c'est très très bien. Le problème, c'est reviennent-ils pas?
Sommes-nous assez attractifs par rapport à nos propres... Moi, ce que je vois dans les startups, c'est le fait que toutes les startups technologiques, donc où la R&D a un rôle important, où il y a des chercheurs, des ingénieurs, les conditions françaises sont vraiment très très bonnes. C'est-à-dire que vous avez de très bons ingénieurs, très bons chercheurs, très loyaux, très fidèles, et pas très chers. Je prends les États-Unis, je pourrais dire sur les 3 points exactement le contraire. Ils sont très chers, ils ne sont pas loyaux, et vous n'en avez pas tant que ça. Donc, d'ailleurs, on voit émerger un modèle, qui est un modèle un peu biface. C'est-à-dire, j'ai ma R&D en France, j'utilise le marché américain. Ça, c'est quelque chose, ou la cotation américaine. Ça, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Alors, pourquoi la cotation américaine? C'est parce que la valorisation que vous avez de la même entreprise qui est en France, la même entreprise est aux États-Unis, elle vaut plus cher aux États-Unis qu'en France. Donc, l'idée, c'est de dire, on va aller ce côté là où on vaut le plus cher. De la même façon, il est plus facile de trouver encore de l'argent en grande quantité aux États-Unis qu'en France. Ça, c'est un problème qui reste, alors qui est à la fois la responsabilité de l'aquarium, mais aussi la responsabilité des poissons. L'aquarium est responsable parce qu'il y a moins de fonds disponibles qu'aux États-Unis. Les poissons sont responsables parce qu'il y a beaucoup de poissons français qui sont obsédés, parce que quand vous faites rentrer de l'argent extérieur, vous vous diluez. Or, vous avez beaucoup de poissons français qui préfèrent parfois mourir tout seuls plutôt que d'accepter d'être dilués. C'est-à-dire que plutôt que partager une plus grande tarte tropézienne, mais en acceptant que 40% de la tarte soit pour quelqu'un d'autre, ils préfèrent une tartelette à 100%. Ce qui est une erreur dramatique. Donc ça, le poisson français, il faut aussi qu'il évolue. Moi, j'en vois, hélas, pas mal. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas... Là où un Américain est très décontracté, un entrepreneur américain est très décontracté par rapport à ça, il dit, allez hop, je prends 100 millions de dollars, je n'ai plus que 30% de la boîte, mais ça, elle va aller très loin. Là, non, j'en prends 1 million, et puis, non, et puis alors moi, je garde mon truc, et puis je vais lentement. Alors que, je le disais, le temps est absolument essentiel. Donc, le poisson et l'aquarium sont responsables. Monsieur le Président de la Fédération des drones civils a une question. Oui. Alors, parmi les conditions qu'on peut envisager pour le développement de l'innovation, il y a probablement être dans un environnement numérisé, notamment face à une administration qui doit être numérisée. Est-ce que vous estimez dans vos travaux que notre administration française est assez numérisée ? La réponse est non. De toute façon, elle est non, parce que c'est un travail qui est en train de se faire, d'une part, et puis parce que, d'autre part, la numérisation n'est pas une fin en soi. Il faut que ça aille de pair avec un changement d'organisation. La digitalisation, on en revient à l'agilité, doit changer la façon d'être organisée. Or, c'est très difficile pour une administration de se digitaliser et de changer son organisation en même temps. Et c'est très souvent d'ailleurs une perte d'opportunité que de ne pas changer l'organisation au moment où on se digitalise. Non, je suis totalement d'accord avec vous que ça fait partie aussi du sujet. Le fait de pouvoir profiter des open data de l'administration, le fait de pouvoir partager les données de l'administration est un élément clé. Là aussi, ça avance, mais ça ne va pas forcément assez vite sur un certain nombre de sujets. Il y a des Alors, les administrations sont aussi très différentes les unes des autres. Pour moi, il y a une administration qui est quand même très, très, très en retard, et je trouve que c'est très dommage, sur l'innovation, c'est la santé. La santé, l'administration et les hôpitaux. En France, alors on en revient à l'achat public, on a énormément, je disais tout à l'heure, énormément d'innovation dans tout ce qui est médecine. On est vraiment très, très en pointe sur beaucoup, beaucoup de sujets médicaux. Paradoxalement, on a des structures hospitalières, dans les structures hospitalières, les acheteurs publics ont l'obligation de n'acheter quelque chose que quand il y a un concurrent.
Enfin, l'idéal, c'est d'avoir un concurrent. Or, quand vous avez quelque chose d'innovant, par définition, vous n'avez pas de concurrent, puisque ça n'existait pas. Donc, vous vous retrouvez, je vais vous citer quelques exemples. Monakea Technologies, c'est une société qui est dans le 10e arrondissement à Paris, qui a une centaine de personnes, et qui est cotée en bourse, qui fait un vrai chiffre d'affaires, et qui a un produit, en fait, c'est des... Comment ça s'appelle ? C'est une petite caméra, c'est pas visuel, hein, c'est une caméra un peu plus compliquée que vous avalez, bref, et qui vont... C'est le seul moyen aujourd'hui de déceler un cancer du pancréas sans ouvrir le pancréas, ce qui a des conséquences toujours très embêtantes à tout point de vue. C'est une méthode qui permet en fait de voir sous votre, dans votre œsophage, ailleurs, de poumons, etc., sous la peau, s'il y a des cancers. Donc, ça vous évite d'ouvrir. Si on voit quelque chose, vous êtes... Bon, ça fait des économies, la sécurité sociale, et c'est bien mieux pour le patient. Eh bien, ils sont aujourd'hui remboursés aux États-Unis. Ils attendent toujours de l'être en France. Et ils ont un mal fou à rentrer dans les hôpitaux. Alors que c'est un gain évident. Et alors, moi, me raconte-t-il, c'est que quand ils se développent à l'international, mais enfin, par exemple en Allemagne, on leur dit, mais attendez, on ne comprend pas bien, vous êtes un peu en France, mais très peu, mais vous êtes français. Il y a un problème. Donc ça devient suspect. Le fait de ne pas être reconnu en France quand on est français, ça veut dire qu'il y a quand même... Il y a un loup, comme dirait quelqu'un que je connais. Voilà, il y a un loup. Il y a un flou, il y a un loup. Alors que non. Donc, le fait que nos administrations, dans un certain nombre de cas, que la commande publique n'utilise pas nos innovations, est un énorme problème aussi de crédibilité internationale. C'est un problème de développement en France, on rate des opportunités pour nous, patients ou nous, consommateurs, mais aussi on freine l'international. Ça me fait penser qu'on se demande évidemment si les chiens que nous a présentés Anne Vincent Salomon pourront détecter aussi le cancer du pancréas. Denis, est-ce qu'on a encore 5 minutes? Parce qu'il est la demi. On a encore 5 minutes. Il y a la dame qui développe les chiens ici? Oui, je ne sais pas si Anne est encore là. Non, elle a dû déjà repartir. J'aurais bien aimé la rencontrer. Oui, Pardon? Une question au fond. Madame, merci d'abord de votre présence ici, c'est une chance pour nous. Je fais dans ma famille des grands handicapés. Vous avez parlé de l'Exocet. L'Exocet est fabriqué en Suisse. Il faut très très cher. Il faut plusieurs heures pour le mettre en place sur le handicapé. Donc ce n'est pas pour demain. Il y a d'autres objets qui sont mis à la disposition des handicapés, par exemple un vélo. Vous pouvez parler dans le micro, qu'on vous entende mieux. Un vélo est fabriqué en Allemagne. Il faut 1 an d'attente. Un scooter équipé pour recevoir un fauteuil d'handicapé et se promener et aller évacuer à ses occupations vaut aussi 7 000 €. On dirait qu'on est abonné aux 7 000 €. Les fauteuils d'handicapés en France sont très chers. On vous donne des fauteuils de sécurité sociale qui sont absolument d'abord dangereux et qui ne sont pas du tout pratiques. Dès que ça commence à être un peu sophistiqué, c'est fabriqué en Allemagne. Pourquoi, en France, les innovateurs ne sont pas plus aidés? Merci, madame. Alors, l'exosquelette dont je vous parlais, c'est un exosquelette qui ne met pas plusieurs heures à être mis, justement. Hein. C'est là où c'est une start-up alors française, donc c'est une partie d'une réponse. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils ne veulent pas lever trop d'espérance, alors même que leur produit grand public ne va arriver alors, dans les maisons spécialisées en 2018 et 2019 en vente de manière très large. Non, c'est justement là, en cela que cette start-up est révolutionnaire, c'est que c'est un exosquelette alors, qui va être cher, ça en termes de coût, mais qui est très facile pour le mettre et qu'on peut enlever. C'est-à-dire qu'ils ont prévu le fait de pouvoir la mettre dans une voiture. Ah si, madame, c'est ça l'innovation, justement. Et donc, ils n'en parlent pas beaucoup. Alors, les gens qui font ça, c'est une assemblée d'ingénieurs assez remarquable, dont 2 des 3 fondateurs sont confrontés directement au handicap eux-mêmes. Donc, je dirais, sont très concernés par le sujet.
Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'éléments là-dessus? Je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas pourquoi c'est en Allemagne qu'il y en a le plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste une remarque. C'est là qu'on voit à quel point il y a accélération, comme vous le disiez, ou accélération de l'accélération, comme dit Michael Fessel, qui est enseignant de philosophie à l'école polytechnique, que vous connaissez bien. Hier, nous était dit par François Berger, ex-directeur de Clinatech, que l'exosquelette s'était peut-être déjà dépassé, qu'en fait, il fallait connecter directement le cerveau à la moelle épinière, ou en tout cas aux nerfs qui permettent de remarcher. Je ne suis pas en train de vouloir enfoncer cette start-up. Loin de moi ce genre d'idée, mais attention. Je pense qu'il y a plusieurs solutions. D'abord, de toute façon, ce genre de choses, c'est valable pour un certain nombre d'indications cliniques, c'est pas valable pour tout le monde. Donc, moi, ce que je trouve très important, c'est que la communauté innovateur se saisisse du sujet. Alors moi, je suis très concernée, madame, par cet élément. Ma maman a été assistante sociale, est en retraite maintenant, elle a travaillé chez les Handicapés de France, donc j'ai beaucoup, plus qu'entendu parler, côtoyé. Et donc, je suis très concernée, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de start-up innovantes dans ce domaine. Donc peut-être que c'est un élément aussi à essayer d'incarner un peu plus. Monsieur Joly, professeur Joly, oui, vous avez le micro. Merci beaucoup pour la métaphore sur l'aquarium. Je travaille sur les petits poissons, donc elle me touche beaucoup. Vous allez me l'améliorer alors, ma comparaison, voilà. Non. Donc j'ai beaucoup réfléchi comment améliorer l'aquarium, mais bon, bref, c'est de l'humour. Non, sur l'aquarium, j'ai l'impression que vous avez beaucoup parlé d'améliorer effectivement cet aquarium pour permettre. Mais est-ce que finalement, ce qui est important n'est pas de trouver de nouveaux aquariums? Là, vous semblez sur une politique de l'innovation très tournée sur les entreprises privées. Quid de l'innovation en amont? Quid de l'environnement et de l'aquarium à l'heure actuelle des chercheurs qui souffrent? Voilà, donc ça, c'est une question corporatiste. Et sur les investissements d'avenir, dont je suis lauréat, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un commentaire extrêmement positif de votre part et que votre fonds d'innovation vient plutôt en concurrence avec ce qui a été fait par le CGI. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Donc j'ai mal compris. Non, non, c'est moi qui me suis mal exprimé, sans aucun doute. Non, c'est pas du tout en concurrence. Mais sur les innovations de rupture, sur justement tout ce qui était privé, le CGI n'était pas très très positionné, étant plus positionné sur le public. Donc au contraire, c'est une. Donc j'ai ma réponse. Je mais moi j'ai le sentiment, je sais pas, je partage pas votre pessimisme sur la recherche publique. Ou je suis administrateur indépendant de Paris Sciences et Lettres, qui est la réunion de pas mal de. Enfin, il y a Paris Tech d'un côté, et Paris Sciences et Lettres de l'autre. Justement, avec Jacques Léviner, on est en train à plusieurs de monter tout un système innovation. Pour chercheurs, enfin le passage recherche entreprise. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins, comment dirais-je, de barrières, qu'il y en a eu même psychologiques, beaucoup moins de méfiance de la part du domaine de la recherche vers l'application. On est moins... Alors, tout à fait d'accord. Il y a tout un tas de politiques. Simplement, on est dans un contexte de diminution de l'argent public. Et ça, c'est inévitable. Oui, on le connaît particulièrement au CNRS, où l'ex-président, directeur général Alain Fuchs, qui vient d'ailleurs de passer à PSL. Président de PSL, absolument. On l'a élu à l'unanimité. Donc, vous voyez, ne pouvait plus recruter au CNRS. Non, ça c'est très triste. Et je dois dire que j'ai passé, comme le rappelait Monsieur le maire, 4 ans et demi à l'Élysée. Et dans mes attributions, il y avait le 1% recherche. Et le 1% recherche, je dois dire, c'était une expérience très intéressante parce que c'était Hubert Curien qui était ministre de la Recherche, personnalité très forte, très légitime. Le 1% était affirmé, mis dans les... Bon. Et tous les ans, il y avait des régulations budgétaires, etc. Et il fallait intervenir pour sauver le 1% recherche. Le 1% même les public. choses qui sont sacralisées ne le sont pas. Donc, quand elles ne le sont pas, elles ne le sont vraiment pas.
Voilà. Oui, vous parlez du 1%, donc c'est public. On sait par exemple que la Corée, ils sont au-delà de 4%, mais pour tout le pays. De manière globale. De manière globale. Oui, c'est non, mais fini. on pourrait faire mieux. Hein. Voilà, je voulais encore vous passer la parole, mais on me fait signe que c'est fini. Ah, effectivement, il est moins 22. Merci de votre écoute. Merci Anne Lauvergeon.